mais a priori traité. Très bien, veuillez m'excuser pour ce petit intermède, mais il fallait bien que ça arrive un jour. Bien, donc ce soir, dans un premier temps, je vais éclairer cette thématique de l'euthanasie. J'ai décidé donc de la traiter en incluant à l'intérieur le suicide assisté, bien évidemment les soins palliatifs et la fin de vie. On ne peut pas y échapper, la loi Leonetti. Je ne vais bien évidemment pas distinguer Leonetti 1 et Leonetti 2, 2005-2015. Leonetti dans sa globalité, enfin Leonetti-Claeys. Il y en a un qui est UMP et l'autre qui est PS. Donc c'est deux députés. Je terminerai, si j'ai le temps, j'ai prévu euh, une conclusion sur le suicide et non pas le suicide assisté. Donc c'est deux choses euh, distinctes. Bien. Alors que les choses soient claires entre nous, l'euthanasie apparaît pour les candidats qui préparent le concours d'aide-soignante et infirmier, apparaît comme véritablement l'Everest. Hein. On a le sentiment que c'est vraiment la thématique la plus difficile. Certes, elle est complexe, surtout depuis Leonetti, mais en termes de probabilité d'être confronté à un sujet à l'oral ou à l'écrit, je dirais que c'est une probabilité qui est relativement faible. En revanche, les questions codines, ce que j'appelle les questions codines, c'est-à-dire les questions à l'oral qui sont posées durant la discussion, là on n'est pas à l'abri en effet d'une interrogation où il est justement question d'euthanasie. Bon, ceci dit, nous ne sommes pas des bookmakers, nous sommes là pour traiter le programme dans sa globalité. Alors concernant l'euthanasie, bien évidemment, nous allons ce soir considérer la différence entre les soins palliatifs et les soins curatifs. Il y a un terme qui est peu utilisé, mais j'ai souhaité justement faire une petite parenthèse concernant le vocabulaire, puisqu'on peut également rencontrer le terme de supportif. Et donc, palliatif, vous connaissez tous donc la définition, ça signifie des soins qui sont destinés à des personnes ayant une maladie donc incurable. Et donc, de ce fait, une maladie mortelle et qui plus est évolutive. Bon, ça signifie que l'on ne peut pas traiter cette maladie, on ne peut pas la soigner, l'éradiquer, et là on a la définition de curatif. Je me permets de faire cette introduction, vous l'avez compris, dans la mesure où le sujet dissertatif, la troisième question qui va nous occuper en fin de séance, rappelez-vous, c'est justement l'opposition entre ces deux modes, ces deux donc services, les soins palliatifs et le curatif au sens général. Nous entendons par soins supportifs les soins donc qui ont pour objectif de soulager, n'est-ce pas, les effets secondaires, mais tout en sachant que, à la différence des soins palliatifs, il y a la possibilité, je dis bien, il y a la possibilité à l'intérieur des soins supportifs, donc d'une fin heureuse, c'est-à-dire donc une perspective de guérison, ce qui n'est pas le cas dans le cadre des soins palliatifs. Voilà, c'était une petite précision au niveau du vocabulaire et je le sais, enfin c'est une expérience que j'ai faite plusieurs fois, à savoir que beaucoup de candidats n'arrivent pas ou ne savent pas à quoi correspondent donc les soins supportifs. Voilà, c'est fait. Bien. Euh, les sujets concernant l'oral que vous pourrez rencontrer, voici des sujets tirés des annales. Hein. Je vous rappelle que je ne travaille, enfin, si ce ne sont pas les sujets tirés des annales, je le précise, mais voilà, donc 5
sujet des 5 dernières années. Voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre. Vous pouvez le constater, le premier sujet fait référence à Chantal Sébir. Bon. Le candidat qui passe l'oral et qui tire au sort ce sujet et qui ne connaît pas l'histoire de Chantal Sébir, évidemment, c'est mal engagé. Bien. Et donc, ce soir, j'ai décidé de démarrer cette séance en m'appuyant sur ces 2 cas. Je pense que cette problématique de l'euthanasie, pour l'aborder avec simplicité, il est préférable de parler de ces 2 histoires et de mettre en perspective tous les concepts, je veux dire par là, les soins palliatifs, les directives anticipées, la sédation profonde, tout ce que l'on va évoquer en cours par la suite. Je vais partir de ces 2 histoires. Alors, j'emploie le terme d'histoire au sens où ces personnes, évidemment, ont existé, existent. Je ne vous cache pas que je me suis posé la question, parce qu'il y a un côté un peu, une sorte de voyeurisme, de parler de personnes qui souffrent, qui ont souffert, enfin, un état végétatif. Chantal Sébir s'est suicidée. Ceci dit, si vous tapez sur Google Chantal Sébir, évidemment, vous allez voir ces différentes photos horribles. Et nous allons donc, si vous le permettez, parler de Chantal Sébir. Bien. Je dis des photos horribles puisque cette femme avait un cancer donc du visage et était défigurée. Elle ressemblait à Elephant Man. C'était vraiment horrible. Cette femme a souffert vraiment le martyre. Bien. Donc voilà une femme âgée d'une 50aine d'années qui a un cancer au visage, qui la défigure, qui perd la vue, qui perd l'ouïe, qui perd l'odorat, qui perd le goût, et qui souffre. Donc cancer des sinus, cancer incurable, douloureux, et qui demande, qui implore, à corps et à cri, qui demande à être euthanasiée. Elle veut mourir. Bien. À l'époque où elle formule cette demande, le président, c'est Nicolas Sarkozy. Elle refuse traitement sédatif, donc là, nous parlons, alors, je dirais tout simplement, de ce qu'on appelle la sédation profonde. Stan me pose la question, cette femme ne voulait ou ne pouvait pas prendre le traitement antidouleur, c'est ça. Cette femme ne voulait, d'abord, premièrement, rien ne pouvait, si vous voulez, la soulager. Et la soulager, on va dire partiellement. Mais imaginez, Stan, une femme qui ne voit plus, n'entend plus, ne sent plus, elle souhaitait partir. Donc, impossibilité de la part des politiques de répondre favorablement à cette demande. Elle refuse le traitement sédatif, c'est-à-dire la mise en coma ou semi-coma, et elle souhaite recevoir une potion létale. Parenthèse vocabulaire, potion létale signifie entraînant la mort. Tout à fait, Stan. Vous me dites, c'est la mise en coma. Justement, je voudrais partir de la réalité pour comprendre, si vous voulez, le reste. Bonsoir, Lila.
les politiques refusent, puisque je vous rappelle que l'euthanasie est interdite en France, à son époque et aujourd'hui. Et cette femme souffre, elle ne peut pas être soulagée, elle ne veut pas être mise en semi-coma, elle se donnera la mort le 19 mars 2008. Donc, l'autopsie a montré qu'elle a donc pris de puissants somnifères et on a le procureur de la République, donc, comme c'est indiqué, a déclaré la mort par suicide. Bien. Voilà notre point de départ d'une réflexion d'une personne qui veut mourir, mais qui a toute sa tête. C'est-à-dire qui décide, est en demande. De ce point de vue, elle aurait pu s'adresser donc à des médecins en Suisse et elle aurait pu faire cette démarche et nous verrons les conditions du suicide assisté puisque le suicide assisté est interdit en France. Le suicide assisté est légal en Suisse. Nous verrons donc par la suite un exemple d'une personne qui donc est morte, qui est décédée, après donc cette mise en place, et je vais également vous indiquer les conditions pour justement que les autorités suisses acceptent que vous puissiez décéder, qu'une personne décède en Suisse, ça a un coût, ça coûte à peu près 9 000 €, ce n'est pas négligeable, et une association en Suisse, nous allons en parler, gère cette démarche, donc, et c'est la raison pour laquelle dans beaucoup de magazines, Le Point, l'Express, il y a eu de nombreux articles intitulés « Le tourisme mortuaire et la Suisse ». Elle aurait pu donc, de ses voeux, s'adresser et partir en Suisse. Elle ne l'a pas fait. Elle a donc eu recours à ce qu'on appelle le suicide. Elle s'est donné elle-même la mort. Je n'en dirai pas plus, mais voilà ce que vous devez donc comprendre de l'affaire Chantal Sébir, puisque je vais en parler durant toute la soirée. Y a-t-il des questions concernant donc le cas, l'affaire Chantal Sébir? Alors Stan fait une remarque ici. Oui, il faudrait m'en dire un peu plus. Je voudrais maintenant aborder, a priori, vous le connaissez tous, Vincent Lambert. Ah d'accord, voilà, donc c'était simplement une remarque de la part de Stan. Le cas Lambert, bien. Nous avons donc un jeune homme, une trentaine d'années, j'ai plus l'âge en tête, mais grosso modo, me semble-t-il, 28 ou 30 ans, quelque chose comme ça. Et suite à un accident, il tombe dans un coma végétatif. Bien. La problématique ici à laquelle nous serons confrontés est la suivante. Les parents de Vincent Lambert, particulièrement donc la mère, et là ça rejoint ce que nous avons vu la semaine dernière, les parents sont de fervents catholiques. Donc des fervents catholiques radicalement opposés à l'euthanasie.
à l'euthanasie passive. Bien. L'épouse donc de Vincent Lambert souhaite, au bout de X années, 8 ans, 10 ans d'état végétatif, souhaite la mort de Vincent Lambert. Cette situation est pour son épouse dite insupportable. Elle souhaite en finir et sa mère a un avis contraire. Là, nous sommes confrontés au problème suivant. Et c'est la raison pour laquelle la ministre, donc Marisol Touraine, a eu cette expression qui a été reprise dans la presse, à savoir, elle a dit « La loi Leonetti est limitée », je répète, la loi Leonetti est limitée et n'est pas adaptée au cas de Vincent Lambert. C'est intéressant. Pourquoi la loi Leonetti n'est-elle pas adaptée au cas du problème Lambert? Eh bien, tout simplement parce que Vincent Lambert n'a pas donné de directive d'anticipé. Vincent Lambert ne peut pas se prononcer, puisqu'il est en état végétatif. Et donc, la famille se déchire, puisque nous avons d'un côté la mère, le père, et de l'autre, l'épouse, qui se bat pour l'arrêt des soins, et qui aujourd'hui, depuis peu, est devenu le tuteur légal. Bien. Donc, il y a eu, évidemment, de nombreux, alors si vous faites l'historique, je me suis amusé aujourd'hui à relire tout l'historique, c'est-à-dire les passes d'armes qu'il y a eu dans différents tribunaux, vous en avez 4 pages. Bon. Le tribunal qui est recalé par tel autre, enfin, nous ne sommes pas juristes, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait que nous avons une loi Leonetti qui n'est pas adaptée à un cas parce que Vincent Lambert n'a pas donné de directives anticipées et que l'euthanasie est interdite en France et que dès lors, c'est le cas ici, nous parlons d'acharnement thérapeutique, puisque on maintient en vie, coûte que coûte, quelle que soit la durée, cette personne, Vincent Lambert, qui donc vit au jour d'aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Puisque là je pose, si vous voulez, entre guillemets, si vous me permettez le décor, c'est-à-dire que je pars de ces 2 cas, vous voyez, et ensuite évidemment je vais tisser ma toile, et nous allons donc mettre en perspective la thématique du point de vue du concours, et la thématique également du point de vue de notre concours blanc de ce soir, puisque nous pourrons faire référence à Chantal Sébir et à Vincent Lambert à l'intérieur de la copie. Je souhaitais faire ce préalable, pas sans difficulté, parce que je ressens quand même une réticence à parler de personne, mais c'est la vie. Chantal Sébir a mis fin à ses jours, et Vincent Lambert vit en état végétatif. Compte tenu qu'il n'y a pas de questions, je continue. Diapositive suivante. Concernant donc la loi Leonetti, puisque évidemment, je dirais que c'est une soirée où nous allons expliquer ce que vous devez connaître de la loi Leonetti. La loi Leonetti, j'emploie Leonetti et non pas Claeys, on l'a baptisé Leonetti. La loi Leonetti permet uniquement la mise sous coma, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sédation profonde. Mais sédation, ça signifie coma artificiel. Donc, une personne qui souffre le martyre et qui est condamnée et à qui il reste peu de temps à vivre, peut, à sa demande, demander donc à être mise sous coma, c'est-à-dire dormir avant de mourir. Et comme je le dis
c'est une formule que j'emploie souvent. Qu'est-ce que c'est que Leonetti? C'est tout simplement mourir en dormant. Donc, cette loi permet de soulager, et non pas soigner, les malades en fin de vie. C'est cette décision, évidemment, épouse les directives anticipées. C'est-à-dire que si un malade qui a toute sa tête, qui est conscient, indique au médecin ce que l'on appelle les directives anticipées. Attention, parce que ça, nous allons le retrouver, évidemment, dans notre question 3 du concours blanc. S'il indique l'absence de soins, d'acharnement, alors, et s'il indique le fait de pouvoir être mis en sédation profonde, alors celui-ci, par ses vœux, partira en dormant. Ça, c'est la vision et la version de Leonetti dans les livres. Sauf que, dans la réalité, il faut bien que vous compreniez la chose suivante. Les produits utilisés pour la mise en sédation profonde, si vous les dosez d'une manière un peu plus supérieure à la moyenne, alors cela entraîne d'une manière anticipée la mort. Puisque vous avez bien compris que les produits utilisés sont des produits qui peuvent provoquer la mort à haute dose, mais qui peuvent mettre en sédation à partir du moment où vous les dosez d'une certaine manière. Et dans la réalité, certains médecins demandent à la famille, mais ça c'est pas officiel, si ils souhaitent que le malade parte sereinement et d'une manière anticipée. J'en parle avec une certaine objectivité, car sans rentrer dans le détail, et ce serait, c'est pas l'endroit, j'ai été moi-même, à titre personnel, confronté à ce cas de figure. Avec un proche. Donc, il faut bien que vous compreniez que la mise sous sédation profonde, pour certains, c'est une mesure de soulagement, et pour d'autres, c'est une mesure qui, quelque part, anticipe le départ de la personne. Je vous dis, et je souligne ceci, car voilà une des raisons, la raison principale qui fait que cette loi est discutée et n'est pas appréciée de la même manière. L'euthanasie au sens strict et littéral, l'euthanasie active, c'est le fait donc d'injecter, c'est le fait de produire, c'est le fait d'entraîner la mort. Elle n'est pas légale en France et en 2015, a priori, elle n'est légale qu'en Colombie, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Le texte auquel vous avez été confronté mentionnait que le candidat Hollande, dans son programme avant d'être élu, avait introduit, et c'est d'ailleurs l'introduction du texte, rappelez-vous, le fait de vouloir légaliser l'euthanasie. Or, les députés ont refusé l'euthanasie et cet effort a été, je dirais, réalisé par cette loi, la fameuse loi Leonetti. Le suicide assisté, bien évidemment, l'idée des suicides assistés est
on va dire, proche, voisine de l'euthanasie, puisque la finalité est la même, c'est-à-dire entraîner la mort. Bien. Sauf que dans le cas du suicide assisté, et nous parlerons ce soir de la Suisse uniquement, bien que dans le texte que vous avez donc travaillé, il soit question de certains États américains. Si vous, alors je vais vous donner ce nom, voilà, le voici. Si vous souhaitez taper sur Google Peter Smedley, faites-le, et donc vous assisterez en direct. C'est YouTube, c'est filmé, mais c'est la BBC qui a filmé. Vous assisterez à un suicide assisté en images. Âme sensible, s'abstenir, puisque ce n'est pas, je dirais, trash, il n'y a pas de sang, quoi que ce soit, mais voir véritablement quelqu'un mourir à côté de son épouse, ce n'est pas forcément une vidéo très agréable à voir, mais pour ma part, j'ai ressenti également le besoin de voir comment ça se passe en Suisse. Et donc, il y a en effet un protocole. Donc, si vous souhaitez comprendre et voir comment ça se passe, avec les reformulations, hein, on voit vraiment dans la vidéo cette personne qui fait partie du corps médical, qui tend le verre, donc avec le produit létal, à Peter Smedley, et à 3 reprises, elle fait reformuler donc à Peter Smedley, Monsieur Medley, souhaitez-vous véritablement mettre fin à vos jours? Voilà, 3 fois il pose la question. Et le protocole ici oblige la personne elle-même à mettre le verre à la bouche et boire la potion létale. Et entre le moment où il boit ce verre et le moment où il s'éteint, il y a 20-30 secondes. Il s'éteint en tenant la main de son épouse. Donc, la différence ici à noter est que dans le cadre du suicide assisté, il y a évidemment une organisation et que c'est le malade lui-même donc qui absorbe le produit. Et donc, nous parlons de produit létal. Et, petite parenthèse encore, vocabulaire, extrait du Larousse médical, létal veut dire qui entraîne la mort. Bien. Donc, la dose létale est la dose d'un médicament ou d'une substance toxique qui entraîne la mort. Et donc, attention, remarquez au passage la définition, dose d'un médicament. Vous voyez la particularité, l'ambiguïté, puisque le médicament, quand vous prenez un médicament, vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane, c'est pour justement ne plus avoir mal à la tête. Et donc là, le cas présent, on dit dose létale et la dose d'un médicament, parce que justement, ces produits utilisés donc à faible dose entraînent la mise en sédation, donc coma artificiel, et à haute dose entraîne la mort. Donc, dans un premier temps, j'opère, je dirais, certaines définitions, j'utilise également, principalement dans le cas, enfin les exemples, je ne sais pas trop comment les appeler, exemples ou cas, affaires, Sébir et Lambert. Bien. Stan me pose une question. Alors, je ne pensais pas qu'on pouvait le faire chez soi. En effet, dans le cas du suicide assisté, donc puisque Stan remarque et indique qu'il ne savait pas que ça pouvait se dérouler au domicile, et en effet, si regardez sur YouTube Peter Smedley, donc simple, vous tapez Peter Smedley, eh bien vous le verrez chez lui. Les conditions donc pour que la Suisse autorise donc une personne mettre fin à ses jours donc sur le sol suisse,
les conditions sont les suivantes. Il faut que la personne ait l'intégralité de ses capacités de discernement, c'est-à-dire sa raison, une volonté persistante de se suicider, et non pas une volonté, je dirais, on n'accepte pas, on ne donne pas une suite favorable à la première donc, demande. Il faut véritablement réitérer la demande. Donc vous avez compris qu'en fait, il faut que la personne ne soit pas en dépression, et il faut vérifier que c'est véritablement un projet, que c'est quelque chose qui est décidé, mûrement réfléchi. Bon. Et évidemment, vous vous en doutez, le troisième critère, et attention, ces critères sont cumulatifs, c'est pas un ou l'autre, non, c'est les trois. Il faut évidemment souffrir d'une maladie grave, incurable, et qui plus est, entraînant donc des séquelles, des souffrances, etc. Bien. Donc voilà, en deux mots, le distinguo, la distinction, la différence entre le suicide assisté et l'euthanasie. Tout en sachant, je ne l'ai pas encore fait, qu'on peut distinguer l'euthanasie active de l'euthanasie passive, sous-entendu, il y a injection lorsque c'est actif et l'absence donc d'hydratation, d'alimentation, c'est-à-dire on n'assiste plus le malade et on le laisse partir, actif, passif. Le sujet qui nous occupe, évidemment, est complexe et évidemment, nous allons retrouver cette problématique à la fin. Pourquoi ce sujet est-il complexe? Mais tout simplement parce que la mort est un sujet tabou. Et ce n'est pas un hasard si j'enchaîne avec ce sujet au regard de ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons étudier ensemble ce que j'ai intitulé la déchristianisation. Ça sera évidemment ce soir ma conclusion. Je vous rappelle que les parents de Vincent Lambert s'opposent à l'euthanasie au nom de valeurs religieuses. Je continue dans cet effort de vocabulaire, médecine curative. Il faut véritablement que vous utilisiez ce terme et vous serez amené à l'utiliser dans la dissertation puisque c'est la problématique de la dissertation, c'est-à-dire propre à la guérison, au traitement d'une maladie palliative qui soulage sans pouvoir guérir, hein, qui soulage sans pouvoir guérir. Les directives anticipées donc font partie, c'est une des colonnes de la loi Leonetti, c'est le fait que le malade indique ce qu'il souhaite, c'est-à-dire que c'est lui qui dicte la conduite du médecin. Et c'est lui également qui détermine et désigne une personne de confiance. Alors, si nous prenons le cas Lambert, imaginons que Vincent Lambert ait pu désigner une personne de confiance. Alors, dans ce cas, il aurait confié à la personne de confiance ses vœux, sauf que il est tombé dans un coma profond dans le cas d'un accident. Donc évidemment, il n'a pas pu désigner la personne de confiance. Je vous rappelle que lorsque vous êtes hospitalisé, vous devez désigner une personne de confiance. Bien. Un exemple, je connais personnellement une personne qui a accompagné sa mère à l'hôpital pour quelque chose de relativement bénin et sa mère donc l'a désigné comme personne de confiance. Et j'en parle parce que celui-ci, lorsqu'il a amené sa mère à l'hôpital, je l'ai vu quelques jours après, donc sur des amis proches, et il me dit, mais tiens, c'est drôle, on m'a désigné comme personne de confiance. Mais, de toute manière, lui, ça n'est pas soucié. Sauf que le drame s'est produit, il y a eu une erreur commise, et sa mère, donc, est tombée dans le coma. Tombée dans le coma, il est resté plusieurs semaines,
Et compte tenu qu'il était désigné comme personne de confiance, c'était lui à dire quel était, en cas donc de perte de conscience et donc d'état végétatif, quelles seraient les consignes à suivre. Bon. Là, évidemment, ça c'est encore compliqué, puisque la personne dont je vous parle a deux frères, évidemment, lui était désigné par les autres. Donc, voilà ce que ça signifie, personne de confiance. Lorsque vous accompagnez quelqu'un à l'hôpital et que celui-ci doit cocher la case et donner le nom d'une personne en disant voilà la personne de confiance, c'est pas un acte anodin, c'est un acte qui est très 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 lourd de conséquences. Nous avons évoqué précédemment donc la sédation profonde. Hein, sédation profonde, c'est-à-dire coma artificiel. Bien, c'est vu, petit à petit nous avançons. Vous avez compris que pour l'instant je suis en train de poser des jalons en fait. Et après on va mettre tout ça en concert, si vous permettez l'expression. Il faut garder à l'esprit que donc la volonté de l'intéressé doit être impérativement et à tout prix respectée. Et c'est donc la raison pour laquelle l'euthanasie est interdite en France. Nul ne peut disposer de la vie d'autrui sans son consentement. Nul ne peut disposer de la vie d'autrui sans son consentement. Dans le cas contraire, bien évidemment, c'est la prison. Je l'ai indiqué précédemment, mais vous l'avez compris, j'essaye dans un premier temps de faire un effort de définition, puisque ce sujet est simple, et il faut, pour arriver à en faire le tour, à utiliser les bons mots, les mots correspondants. L'euthanasie, c'est l'acte de faire mourir quelqu'un intentionnellement afin de lui éviter des souffrances intolérables. Donc, sous-entendu, des maladies incurables. Donc, l'acte. L'euthanasie active, c'est le fait d'administrer la dite substance létale, et l'euthanasie passive, c'est le fait de renoncer au traitement, principalement interruption d'hydratation. Donc il faut bien distinguer le fait d'administrer et le fait de ne plus donc traiter, c'est-à-dire renoncer au traitement médical. Nous l'avons vu avec la Suisse, le suicide assisté, c'est la mort, la volonté choisie par le malade en toute conscience. Et c'est lui-même qui agit sous le contrôle de l'équipe médicale. Et on a même des exemples de suicide assisté où la personne donc est paralysée. Donc ça signifie qu'elle ne peut pas porter le verre à sa bouche. Et la loi, donc, dans ce cas-là, indique que le malade doit absorber le produit, mais avec la paille. Vous voyez que le législateur ici est allé très loin, puisque si on porte le verre et que la personne donc boit le produit, on penche le verre, on pourrait alors forcer la personne, vous voyez. Mais là, la paille, ça signifie que à partir du moment où on porte à la bouche la paille avec le verre et le produit létal, ça signifie que la personne qui aspire le produit peut ne pas le faire. Vous voyez? Donc on a bien l'idée ici qui est très forte que c'est le malade et seulement le malade qui actionne, qui décide. Bien. Et la loi de Leonetti, pour l'instant, il faut que vous l'interprétiez, que vous reteniez de la loi de Leonetti vraiment ces deux idées clés, à savoir sédation profonde, directive anticipée. Y a-t-il des questions? J'avance. Pour l'instant, vous avez compris que j'explicite, que je pose des jalons, je définis pour évidemment aborder le cœur du sujet de ce soir, à savoir la correction du concours. Si je vais trop vite, vous me le dites. Y a-t-il des questions? Je vous rappelle que pour poser les questions, vos questions, il faut cliquer sur la flèche orange.
Pas de question. Bien. Ah, si, une question. Donc, Raissa nous dit, je n'ai pas bien compris la loi Lonetti. Bien. Alors, Raissa, il faut que, voilà, vous reteniez ceci. Leonetti en 5 points. 1. Cette loi s'oppose, condamne l'obstination déraisonnable. J'entends pour obstination déraisonnable le fait de vouloir garder, de mettre tous les moyens pour permettre à une personne de continuer à vivre. C'est ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. On peut évidemment parler d'obstination déraisonnable dans le cas de Vincent Lambert. 2. Elle donne le droit, la possibilité aux patients, du fait des directives anticipées, hein, lorsque celui-ci a toute sa tête, directives anticipées, de refuser un traitement. 3. Elle précise que le corps médical doit mettre en place tous les moyens pour que la personne ne souffre plus, avec évidemment le moyen radical ultime, c'est-à-dire la mise sous sédation profonde. Parce que Raissa, vous avez bien compris qu'une personne qui souffre le martyre, à partir du moment où on la met sous coma artificiel, coma, eh bien, elle ne souffre plus, puisqu'elle n'est plus consciente et elle ne ressent plus la douleur. Nous sommes bien d'accord. Ces directives anticipées, donc, permettent, tout simplement, de gérer la fin de vie. C'est la personne, c'est le malade qui indique ces directives, c'est-à-dire on peut appeler ça comme ça, ses dernières volontés. Attention, ça se complique. Dernier point. Si le malade est inconscient, l'arrêt ou la limitation du traitement ne peuvent être décidés que dans le cas d'une procédure collégiale et après consultation d'un proche ou d'une personne de confiance. Eh oui, nous revenons sur la personne de confiance. Sauf que lorsqu'il n'y a pas de personne de confiance, nous sommes dans une impasse et c'est le cas Lambert. Voilà, Raissa, ce que vous devez comprendre, n'est-ce pas, de Leonetti. Concernant donc, alors question suivante, Nina, vous dites, Nina, qu'il y a beaucoup de points précis, tout à fait, et pourtant elle a la réputation d'être ambiguë. Alors, Nina, vous avez tout compris. En fait, si la loi Leonetti fait problème ou est discutée et fait couler de l'encre, c'est pour une unique raison. Et c'est ce que j'ai évoqué précédemment, à savoir la mise sous sédation profonde, soit vous la considérez comme l'expression du soulagement par excellence, c'est-à-dire il ne souffre plus, soit vous le considérez comme un acte d'euthanasie au sens où cette mise en sédation profonde peut accélérer et anticiper le départ et la mort du patient. Voilà, tout simplement. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment une différence de degré. Et j'emploie le terme de degré, pourquoi? Parce que le produit, si vous le surdosez, alors il entraîne le départ prématuré. Et je vous en ai fait la confidence sans aller plus loin, j'ai été moi-même confronté à ce cas précis où on m'a demandé, et également à ma mère, il s'agissait de ma grand-mère, peu importe, je ne suis pas là pour étaler ma vie privée, mais ce que je veux dire, c'est que cette réalité où le médecin, à une certaine heure, nous dit elle en a plus pour longtemps, c'est une question d'heures, voire de jours, mais elle souffre, on peut abréger ses souffrances. Voilà. Et on ne va pas parler d'euthanasie, évidemment, mais c'est une question d'heures, c'est une question de jours,
Sauf que vous avez compris que ça complique et c'est complexe. Pourquoi? Parce que justement, pour certaines personnes, ça peut être considéré comme un acte d'euthanasie au sens où ça entraîne la mort. Bon, voilà. Donc, l'ambiguïté de Leonetti, elle est là. Voilà, elle est là. Et deuxième ambiguïté, c'est que pour les fervents, ceux qui sont pour l'euthanasie, évidemment que Leonetti, c'est un peu gadget. Vous voyez, c'est-à-dire que la France a opté pour une sorte d'entre-deux. Vous voyez, parce que Leonetti, finalement, c'est un entre-deux, hein, entre la pénalisation de l'euthanasie, l'interdiction de l'euthanasie, la légalisation de l'euthanasie. Et bien, on se rend compte que Leonetti est une espèce d'entre-deux. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, donc, vous parliez et vous disiez, ça me semble un peu confus. Voilà. Donc, c'est pas vous qui comprenez pas, c'est qu'en fait, c'est véritablement un entre-deux. Oui, toutes les choses qui sont entre deux, ben, souvent, sont un petit peu problématiques, dirons-nous. Voilà. Donc, la loi Leonetti fixe les conditions de fin de vie, tout simplement, évite les pratiques illégales d'euthanasie, empêche l'acharnement thérapeutique, permet aux patients de choisir un cadre précis et l'arrêt de son traitement si celui-ci est trop lourd ou devenu insupportable. Bien. Donc, je le répète, mais je pense que ce n'est pas inutile, deux points sont toujours en discussion, l'aide médicalisée à mourir et le droit à une sédation profonde, et les directives anticipées. Donc si vous devez apprendre par cœur, vous transformer en bon soldat du feu pour passer le concours infirmier, principalement l'oral, vous devez noter au stylo rouge aide médicalisée à mourir en dormant, sédation profonde en dormant, mais sous-entendu sans souffrir, en ne souffrant plus, et les directives anticipées, sauf que, dans le cas Lambert, les directives anticipées ne sont pas formulées, et dès lors où les proches n'ont pas le même avis, et bien évidemment, vous avez 10 ans de procédure, et c'est le cas, justement, de Lambert. Avez-vous des questions concernant Leonetti à notre niveau, c'est-à-dire au niveau du concours infirmier, nul besoin d'aller plus loin. C'est pas la peine d'aller plus loin. Enfin, si vous souhaitez, allez-y, mais voilà ce que voilà, je dirais, les outils nécessaires pour répondre aux questions diverses et multiples au concours. Le suicide assisté, donc je l'ai évoqué. Nous allons maintenant rentrer un peu plus en détail. Donc je me limite à la Suisse. Pour faire simple, et la presse a tellement monté en épingle, a tellement, on va dire, parlé de la Suisse que j'enclenche le pas et c'est, je dirais, une solution de facilité. De toute manière, on n'est pas là pour faire l'histoire pardon, des lois et voir dans quel pays, comment ça se passe, c'était l'autre autrement. Pardon. Donc, le code pénal suisse autorise l'assistance au suicide. L'assistance au suicide. D'où suicide assisté. Bien. Le texte dit que celui-ci est légal si et seulement si le mobile n'est pas égoïste. Le suicide se distingue de l'euthanasie car elle désigne le fait, le suicide, le fait de mourir à une personne par les moyens de se suicider lui-même. La mort n'est donc pas déclenchée par un tiers, mais par lui-même, d'où la parenthèse que je faisais précédemment avec la paille pour la personne qui n'a pas l'usage de ses membres. En Suisse, deux associations, mais c'est principalement, si vous allez sur Internet, chose que j'ai fait, tout simplement, une association qui gère donc ces suicides donc assistés, c'est Dignitas, n'est-ce pas? Et d'où l'expression de tourisme du suicide, puisque évidemment
des personnes partent en Suisse justement pour terminer leur jour et vous avez des packs, entre guillemets, des solutions où vous avez la procédure et le rapatriement du corps. Et a priori, ce que j'ai lu et vu, c'est entre 8 et 9 000 euros. Donc il y a divers entretiens avec médecin et c'est uniquement lui seul qui donc est en mesure de faire cette prescription et l'ordonnance pour le produit létal. Et il y a donc évidemment un délai de réflexion. Donc évidemment, c'est pas un acte anodin. Donc il y a une procédure, d'où ce que j'évoquais, le problème de la paille. Puisque évidemment, lorsqu'il y a des maladies lourdes, il y a souvent paralysie des membres, et donc dans beaucoup de cas, le produit donc est absorbé par le biais de la paille. D'une paille, pardon. J'en ai terminé avec le suicide assisté. Vous l'avez compris, notre devoir ce soir, le concours blanc que vous avez opéré concerne les deux. Une élève ce soir, une candidate, m'a interpellé sur le fait que cette loi lui semblait un petit peu floue, voire confuse. Bien maintenant, nous allons plus loin. L'idée de Leonetti, cette révolution copernicienne, est liée au fait que on ne doit et on ne peut plus concevoir le rôle de la médecine de la même manière. Je veux dire par là, et c'est le cœur de la question 3, que le médecin n'est plus le guerrier, celui qui part en guerre avec l'arsenal thérapeutique. Vous voyez cette expression arsenal thérapeutique? Il n'est plus là pour partir en guerre et éradiquer, il est là uniquement pour accompagner. Je vous rappelle que euthanasie nous renvoie à l'étymologie de mort douce. Donc le médecin devient en quelque sorte l'exécutant, l'exécuteur des prescriptions du patient. Et c'est là, évidemment, qu'il y a un changement culturel. C'est-à-dire qu'on ne considère plus le médecin comme celui qui est le maître, celui qui est l'empereur, celui qui est le guerrier. Je dis guerrier parce que j'emploie cette expression arsenal, vous voyez, arsenal thérapeutique. D'où le terme. Il faut bien que vous repreniez les mots directive anticipée, directive contraignante. Nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce que, au fond, la sédation profonde? C'est tout simplement une anesthésie générale. Mais une anesthésie générale provoquée, décidée par le malade, par le patient. Voilà. J'ai terminé le cadre. J'ai semé les jalons pour aborder notre concours blanc. Il était nécessaire, à mon sens, de passer par cette étape, tout simplement. Donc, je vous conseille de prendre le texte à côté de vous, et nous allons donc démarrer cette correction durant cette deuxième heure. Avant de démarrer la correction et de commencer par la première question, celle du titre, je rappelle que ceux qui n'ont pas fait le devoir peuvent le télécharger dans votre espace privé. Je vous rappelle que nous aurons un concours blanc en décembre et que nous allons activer le pas à raison de 2 concours blancs à partir de janvier et février. Donc, vous aurez tous donc entre 3 et 12 concours blancs corrigés d'une manière collégiale comme celle-ci et individuellement, donc à partir du moment où vous renvoyez le devoir et m'appeler en respectant la procédure pour le rendez-vous individuel, etc.
Bien. Alors, voilà ce que vous avez noté. C'est-à-dire, vous allez vous reconnaître, Adeline Peria, Émilie Poulard, Mary, Laura, Nina Kebali, Colline, Monsieur Venturini, qui est présent, j'espère. Bon, Monsieur Venturini, êtes-vous présent? Monsieur Venturini de Marseille ou de La Ciotat, je crois. Est-ce que vous êtes bien là? Non, apparemment, il n'est pas là. Euh, Ah, il est là, voilà. Bonsoir Mathieu, bonsoir Mathieu. Madame Tria, et puis mademoiselle ou madame, je ne sais plus, Arnaud, que j'ai eu, je crois, en fin d'après-midi. Bien. Si je n'ai pas cité d'autres personnes, c'est que vous m'avez pas renvoyé le devoir ou veuillez m'en excuser si je vous ai oublié. Bien, donc je rappelle que la question du titre est une question qui tombe une fois sur trois, qui jadis tombait une fois sur deux. Donc vous avez le texte, texte de un feuillet à 4, avec une introduction évidemment une conclusion, et la première question, celle à laquelle vous étiez confronté, on vous disait donner un titre au texte. Bien, donc vous avez en mémoire le texte. Je voudrais simplement, si vous le permettez, relire l'introduction du texte, hein, n'est-ce pas? Elle est courte, donc je peux la lire. Donc je lis le texte, n'est-ce pas? La conférence des citoyens sur la fin de vie s'est prononcée en faveur de la légalisation du suicide assisté plutôt que de l'euthanasie. Cette distinction est-elle simplement sémantique ou recouvre-t-elle une réelle différence philosophique? Point d'interrogation. C'est l'introduction. Bien. Alors, Adeline, vous suggérez et proposez, donc nous allons noter ces différents titres, puisque je vous rappelle qu'un titre rapporte entre 3 et 5 points. Donc nous allons prendre ici l'hypothèse, à l'intérieur des annales, vous avez bon nombre de questions au concours, donner un titre au texte, ça rapporte 5 points. Nous allons partir dans l'hypothèse d'un concours avec 5 points pour la question du titre. Bien. Adeline, vous proposez quelle serait la solution en fin de vie pour se donner la mort enfant sans souffrir? Quelle serait la solution en fin de vie pour se donner la mort? Bien. Eh bien, si je devais corriger votre concours, Adeline, vous auriez sur 5, grosso modo, 1,2 ou 1. Parce qu'en fait, le texte ne concerne pas l'interrogation, c'est-à-dire la question quelle serait la solution? Puisque dans le texte, il est question du suicide assisté. Donc, vous voyez bien que dans le cas présent, se poser la question, donc quelle serait la solution en fin de vie pour se donner la mort en France sans souffrir, vous êtes en train d'ouvrir une porte qui est ouverte à deux battants. Je répète l'introduction. Et en fait, pourquoi je vous relis l'introduction? Je vous l'ai dit il y a un mois, lorsque vous traitez la culture générale, regardez à 3 fois, j'ai pas dit à 2 fois, l'introduction du texte. Si l'auteur a bien construit son texte, tout est dans l'introduction. Or, je relis l'introduction. Vous avez la conférence des citoyens s'est prononcée en faveur de la légalisation plus tôt. Qu'est-ce que veut dire plus tôt? Plus tôt, ça signifie qu'il y a une alternative, A ou B. Cette distinction est-elle simplement sémantique, c'est-à-dire dans les mots, ou est-elle philosophique? Donc, dans l'introduction, vous aviez tout. Tout est dans l'intro. Puisque l'introduction nous dit, est-ce que le suicide assisté, c'est la même chose que l'euthanasie? Est-ce que c'est une différence de mots, uniquement de forme, ou dans le fond? Voilà, tout est là. Ni plus ni moins. C'est très, 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 très simple. Or, Émilie Poulard, vous proposez suicide assisté en marche vers une légalisation pour la France. Alors là, Émilie, prenez un verre d'eau, vous êtes assise, c'est 0.
Pour une raison très simple. Un, le texte ne porte pas que sur le suicide assisté. Et deux, rien nous dit que nous sommes en marche vers. Alors évidemment, si il y a une, c'est ce qui est indiqué dans la première partie, j'en conviens, sauf que l'intégralité du texte est vraiment, s'articule vraiment à partir de l'alternative ou, c'est-à-dire suicide assisté ou euthanasie. Et je répète, je reprends l'introduction, vous avez le plutôt dans l'introduction. Suicide assisté plutôt que euthanasie. Bien. Alors, Mary, le suicide assisté, quels sont les enjeux, qu'en savons-nous? Bon, bien sûr que le mot enjeu, vous pouvez le coller à toutes les sauces dans les titres, puisqu'il y a toujours question d'enjeu au concours, pour telle ou telle thématique. Mais, autant le dire, qu'il s'agisse de Mary, qu'il s'agisse de Nina, qu'il s'agisse de Colline, si vous ne faites pas figurer les deux termes, euthanasie et suicide assisté, vous avez compris, il y a un problème. Alors évidemment, j'imagine que M. Venturini est en train de jubiler, puisque son titre est euthanasie ou suicide assisté. Bon, donc là déjà on se rapproche. Mademoiselle Tria, le suicide assisté est un remède contre l'acharnement thérapeutique. Oui, ça, il est clair que c'est un char d'assaut, hein, puisque avec le suicide assisté, il est clair qu'il n'y a plus d'acharnement thérapeutique. Bravo. Sauf que ce n'est absolument pas le message du texte. Sur la voie de la légalisation du suicide médicalement assisté, sur la voie, oui, Mademoiselle Arnaud, Mademoiselle Tria, enfin je dis Mademoiselle Madame, je ne sais pas qui est en reconversion ou pas, alors vous m'excusez, c'est pas grave, vous m'en tiendrez par rigueur, j'espère. Vous vous êtes focalisé sur le suicide assisté, soit, mais allons plus loin. Alors, Nina Kebali, vous me posez une question, vous dites, Monsieur Venturini, il peut ajouter, telle est la question et c'est parfait. Ah, là, Nina, vous voyez, elle tend la perche à M. Venturini, elle lui dit, votre titre, si vous rajoutez telle est la question, on est bon. Pas faux, Nina, pas faux, pas faux. Alors, moi je vous propose 7 autres titres. Donc veuillez, s'il vous plaît, prendre connaissance de tous les titres. Bien. Vous savez comment je travaille, comment ça me connaître, et la dernière fois que je vous ai fait ce coup-là, je vous ai demandé, voilà, Marie Turel a tout compris, elle enchaîne, bravo Marie. Je vous demande évidemment de prendre position. Alors, allez-y, donnez-moi vos chiffres. Dites-moi lequel vous choisissez. Donc, Marie Turel, bonsoir Marie, vous choisissez le 3. Allons-y, c'est parti. Alors, Monsieur Boussif, le 3. Donc, apparemment, le 3 a le vent en poupe. Le 3 a un certain succès. Safia, 3. Vous êtes sûr? Vous choisissez tous le 3? Ah, Caroline Arnaud, 4. Nina, 7. Émilie Poulard, le 7. Oui, Sylvie Tranchant, vous avez envoyé la copie et vous l'avez envoyé, je crois, tard, et c'est la raison pour laquelle je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pu le reprendre, mais j'avais vu votre titre, en effet, je l'avais lu, mais je ne l'ai pas repris directement, mais je l'ai vu, tout à fait. Le 7 pour Mademoiselle Morel. Bien, bon, ben voilà, c'est bien, au moins comme ça, vous fait réfléchir et c'est une bonne chose. Bon, je vois que Raïssa indique le 1, que Sandra le 4. J'en profite, je crois que c'est Sandra avec qui j'avais rendez-vous, il y a eu un raté, donc veuillez m'en excuser, je crois que c'est vous, mais si vous pouvez me rappeler demain, ça serait merci. Bérénice Virilli, donc ça c'est la première fois que je vois votre nom, bonsoir Bérénice. Bon, ben voilà, vous réfléchissez, c'est très bien. Je pense que Monsieur Venturini ne s'est pas cassé la tête, c'est-à-dire qu'il a bien réfléchi, parce qu'il faut quelquefois voir les choses simplement. Je vous ai indiqué qu'il y a plutôt dans l'introduction, qu'il y a une alternative.
Il a noté euthanasie et suicide assisté. Mademoiselle Kibali lui dit, mais il faudrait rajouter quelque chose. Bien évidemment, vous avez, avec le titre numéro 3, n'est-ce pas, la juste et parfaite synthèse de la problématique du texte. Car si je relis l'introduction, la conférence des citoyens sur la fin de vie s'est prononcée en faveur de la légalisation du suicide assisté plutôt que l'euthanasie. Cette distinction est-elle sémantique ou philosophique? Désolé. Le titre euthanasie et suicide assisté, deux points, quelle est la différence? Vous voyez bien qu'il y a une adéquation parfaite, juste et parfaite, directe, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Roig, j'ai reçu votre devoir. Il y a une correspondance, n'est-ce pas? Alors, je dis qu'il y a une correspondance, mais on peut regarder les autres. Comment choisir sa fin de vie? Bien évidemment, qu'on pourrait dire qu'il y a l'alternative, sauf que le texte ne nous indique pas qu'il y a un choix à faire. C'est une réalité, n'est-ce pas? euh, donc, Sandra m'indique qu'elle n'entend plus rien. Est-ce que d'autres... Ah oui, bah, si vous n'entendez pas, vous ne pouvez pas me répondre, mais Monsieur Stan, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, vous serez mon Saint-Bernard, Monsieur Stan. Je vais m'adresser qu'à vous. Stan, m'entendez-vous? Donc, apparemment, on a peut-être un problème de son, puisque Stan ne répond pas. Donc, s'il ne répond pas, ça veut dire qu'éventuellement, on a un problème de son. Donc, pouvez-vous m'indiquer, vous tous? Donc, ça marche. Vous aussi, je me dis que ça marche, je vous entends. Bon, ok. Donc, si les autres m'entendent, ça veut dire que ça fonctionne. Bon, il verrait que ça, c'est l'inconvénient des webinaires, mais globalement, on est quand même relativement satisfait de cette plateforme. Donc, peut-on choisir sa fin de vie? Non. À ce titre, ne correspond pas. Laisser mourir ou faire mourir? Évidemment, on a bien compris que d'un côté, on a Leonetti laisser mourir et faire mourir l'euthanasie active. Et vous voyez bien qu'on n'est pas en adéquation, que ce titre 4 ne traduit pas le texte et particulièrement l'introduction. La loi Leonetti ou comment mourir en dormant? Non, puisque le texte ne porte pas dans son intégralité sur Leonetti. Le 6, alors là c'est l'horreur, parce que là voilà, je dirais un hors-sujet total, vous voyez. Et la fin de vie en question, bien évidemment que l'on pourrait imaginer, n'est-ce pas, ce titre, sauf qu'il n'est pas suffisamment précis. Voilà. Donc, la morale de l'histoire. 1. J'attire votre attention sur le fait que durant le concours blanc, le concours tout court, il faut traiter et donner une importance, donc un statut à l'introduction du texte différente. Car dans la plupart des cas, si le texte est bien construit, car attention, hein, il ne faut pas prendre les textes du concours comme argent comptant. Je veux dire qu'il arrive que l'auteur, le journaliste, puisque la plupart des textes sont tirés du Point, de l'Express et compagnie, le texte soit un peu bancal. Bon, là nous avons un cas d'école. Nous avons un cas d'école puisque si vous reprenez l'introduction, n'est-ce pas? Si vous reprenez l'introduction, vous constatez dès lors que vous n'avez pas d'alternative, que vous n'avez pas le choix. C'est bien le titre 3 et je voulais vous poser un piège, car je voulais que vous arriviez à comprendre que le plutôt nous renvoie à deux éléments A et B, c'est-à-dire suicide assisté, euthanasie, et que dès lors, vous avez, je dirais, l'impératif, c'est un impératif catégorique, n'est-ce pas, comme dirait Emmanuel, de faire figurer ces deux éléments à l'intérieur donc de votre titre. Voilà. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions concernant donc ce
titre et ce texte et cette question. Alors, c'est là que vous comprenez que noter le concours à l'écrit concernant la question du titre, c'est vraiment très simple. Question numéro 2, dégager les idées principales. Bien. Alors, je répète pour ancrer dans votre esprit cette idée, puisque lors de corrections individuelles, je ne sais plus qui cette semaine, mais j'ai été confronté à des candidats qui traitent la question des idées principales comme s'ils traitaient le résumé. Je souligne que la question des idées principales, vous devez ouvrir votre texte, votre réponse, d'une manière directive. C'est une question directive qui appelle une réponse directive, c'est-à-dire les idées principales du texte sont au nombre de 3 dans un premier temps. Bon. Nous avons eu une discussion avec M. Venturini il y a quelques mois, quelques semaines, et rappelez-vous, vous me disiez, oui, mais moi j'ai eu un professeur qui m'indique ou qui m'a indiqué que lorsqu'on était confronté à la question des idées principales, il fallait faire une introduction. Et donc j'ai répondu, j'adhère, je suis d'accord, vous pouvez faire en effet une sorte de têtière, de chapeau, et avant de d'énoncer dans un premier temps l'auteur, ensuite il, enfin, vous pouvez donc, un paragraphe plus haut, noter le texte traite de la différence entre l'euthanasie et le suicide assisté. Il s'articule à partir de 3 idées qui sont les suivantes. Voilà, donc c'est tout à fait possible, rien ne l'interdit, sauf qu'il ne faut pas vous rater. Je veux dire par là que si vous énoncez la thèse, puisque qu'est-ce que vous faites en fait, qu'est-ce que suggérait M. Venturini? Il suggérait d'énoncer la thèse avant d'énoncer tout simplement les idées principales. C'est tout à fait possible. Pour ma part, je privilégie la réponse directe. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai essayé de mettre en place une méthodologie, au moins un kit de survie, pour, je dirais, les élèves qui ont des difficultés. Si maintenant vous vous sentez en position de force, passez au cran supérieur, donc faites, et dans ce cas-là, alors vous ferez 2 choses. 1, vous énoncerez la thèse, 2, les idées principales. Je ne sais plus qui, mais elle va se reconnaître. J'ai fait une correction individuelle cette semaine, et elle a énoncé les idées principales sans verbe conjugué. Vous voyez, je répète que l'énoncé de l'idée principale doit se faire en 3 phrases. Au moins en 3 phrases. Bon, moi, là, je vais vous donner une correction simplifiée, mais je vous invite à le faire en 3 phrases, sous-entendu, sujet, verbe, complément. Complément circonstanciel de lieu, de temps, etc. Je vous invite également à utiliser la formule l'auteur. Et ne pas répéter premièrement, deuxièmement, mais varier les plaisirs avec dans un premier temps, ensuite, enfin. Et surtout, je vous ordonne, c'est là, vous voyez, je prends un verbe très fort, sauter une ligne entre les idées principales. Voilà, ça c'est, je dirais, le b.a.-ba. Donc les idées principales du texte sont les suivantes. Dans un premier temps, l'auteur souligne les enjeux liés à la différence entre l'euthanasie et le suicide assisté, une question qui devient également un enjeu politique. Ensuite, il explique comment se déroule le suicide assisté en prenant le cas particulier des personnes qui ne peuvent pas se suicider. Et donc, dans le texte, évidemment, c'est la fameuse expression exception d'euthanasie. Enfin, il soulève le problème de l'insuffisance de la législation de la fin de vie en pointant plus particulièrement la loi Leonetti. Bien. Donc, si vous considérez ces 3 paragraphes, 1, je ne fais pas de paraphrase. 2, je restitue, n'est-ce pas, l'intégralité du texte sans faire référence à tel ou tel complément circonstanciel de lieu, de temps, de personne. Je noie à l'intérieur donc de la première idée la question de la conférence de François Hollande et je résume cela par enjeu politique.
J'insiste évidemment sur le côté alternatif, hein, le ou, enfin le plutôt, rappelez-vous, hein, dans l'introduction du texte, le plutôt, différence entre. Et enfin, il est question dans la dernière partie du texte, puisque j'ai le texte sous les yeux, donc je vous invite à le prendre. En France, la loi Leonetti a instauré en 2005 un droit à laisser mourir. Vous voyez? Donc évidemment, je fais référence à la loi Leonetti puisqu'il est question évidemment de la loi Leonetti. Voilà comment énoncer les idées principales du texte. Vous voyez? Il faut vraiment que vous preniez ce pli, il faut vraiment que vous épousiez cette démarche, vous voyez, qui est une démarche de synthèse. Et au fond, ces trois idées principales correspondent à quoi? Eh bien, au plan structurel, au plan logique du texte. Voyez-vous? C'est le plan logique, sa structure, sa colonne vertébrale. Y a-t-il des questions? Évidemment, le plat de résistance arrive en troisième partie. Vos questions, s'il vous plaît. Donc je rappelle pour ceux qui viennent de se connecter que vous pouvez aller dans votre espace personnel, télécharger le devoir et donc à partir de demain, voire après-demain, sous 24 heures, vous pourrez télécharger le concours, le sujet numéro 4, voilà, dont la correction évidemment interminable se déroulera au mois de décembre. Vous avez le calendrier dans votre espace personnel. Bien, compte tenu qu'il n'y a pas de questions, j'aborde le plat de résistance, c'est-à-dire bien évidemment la question numéro 3. La question numéro 3, je vous la redonne, n'est-ce pas? Commenter, argumenter la phrase en gras. Voici la phrase en gras, je la rappelle, elle est courte. Les médecins sont encore beaucoup plus formés à guérir et à sauver qu'à soulager et accompagner. Je répète. Et ensuite, je réponds à Caroline. Je répète, le paragraphe en gras. Les médecins sont encore beaucoup plus formés à guérir, curatif, et à sauver, arsenal thérapeutique, qu'à soulager et à accompagner. Et on vous dit commenter et argumenter. Alors, attendez, le temps de répondre à Caroline. Caroline, pour ma première correction personnelle, j'avais présenté les idées principales de la sorte. Vous m'avez dit d'éviter les « je me trompe ». Je m'excuse, mais je ne vous comprends pas. Donc, vous avez l'air de dire que je me contredis, mais je ne vois pas où. Les deux points. Les deux points. Les deux points. Les deux points après suivante. Ah, très bien. Donc, je me suis mal exprimé. Puisque là, c'est la forme, je dirais, la plus succincte et la plus claire. Donc, les idées principales du texte sont les suivantes. Deux points. Dans un premier temps, je m'excuse, je me suis peut-être mal exprimé, mais là, oui, je suis assez fidèle à moi-même. J'ai toujours donné cette méthodologie qui est claire, nette, précise, directe. Ça fonctionne bien. Donc, il y a eu peut-être... alors, si vous êtes focalisé sur les deux points, non, je suis pas allergique aux deux points. Non, non, et puis là, c'est quelque chose, oui, qui est très, 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 très... bon, je sais pas, Caroline, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Le principal, Caroline, c'est que ce soir, vous ayez bien compris. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est donc le but de répondre, n'est-ce pas? Bien, bien, bien. Alors, je voudrais quand même reprendre les verbes expliquer, commenter, argumenter. Voilà le trio infernal. Je veux dire qu'au concours infirmier, la troisième question, vous aurez forcément 9 fois sur 10 un de ces trois verbes. Les trois verbes étant expliquer, commenter, argumenter. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai
traiter, expliquer, commenter. J'ai laissé de côté argumenter. Bien, c'est le moment, je dirais, d'aller plus loin. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment maîtriser ces verbes. Expliquer veut dire traduire conformément à la pensée de l'auteur. Expliquer veut dire traduire, expliciter conformément à la pensée de l'auteur sans rajouter. Commenter, pour comprendre le verbe commenter, il faut l'associer à deux verbes, c'est-à-dire soit compléter. Moi, j'aime beaucoup le verbe compléter. Compléter, ça veut dire vraiment on convoque, on va chercher à l'extérieur, on complète. Ou critiquer. Je n'ai pas abordé argumenter. Pourquoi? Et parce qu'en fait, argumenter, c'est la synthèse des deux. Argumenter signifie ramener des arguments supplémentaires allant dans le sens du texte, donc conforme à la pensée de l'auteur, mais qui ne figurent pas. Vous voyez, c'est très intéressant ce comparatif. Parce que si on cherche vraiment le sens de ces mots, eh bien, l'argumenter est à la croisée des chemins d'expliquer et commenter. Voilà. Je continue. Et donc, ce qui nous occupe là, c'est cette phrase. Voilà, cette phrase terrible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? Comment bâtir une dissertation? Vous êtes creusé la tête. La phrase, on la comprend. Hein, les médecins sont encore beaucoup plus formés à guérir, à sauver. Et alors, et alors, et alors, et alors? Il faut trouver la problématique. Alors, il est question, bien évidemment, de guérir, donc le curatif. Il est question d'accompagner, soulager le palliatif. Et il est question, d'une manière, je dirais, implicite, ici, de la mort, donc, qui est à bout, et de cette laïcisation de la mort. Hein, laïcisation de la mort. Je rappelle au passage le cas Lambert, donc c'est la raison pour laquelle j'ai posé ces jalons, le cas Lambert, où la mère est opposée, n'est-ce pas, à l'acte euthanasie, parce qu'elle a des principes, une morale chrétienne, etc., empreinte de religion, et donc il est hors de question de laïciser la mort. C'est une idée évidemment d'une importance capitale. Bien. C'est aussi un nouveau regard sur le vieillissement et une nouvelle relation. J'ai employé le terme de révolution copernicienne. Alors, petit intermède, problème technique, et voici. Bien. Constat. Je voudrais suggérer ici, n'est-ce pas, l'idée que la question 3, qui s'ouvre avec ces deux verbes commenter, argumenter, n'est-ce pas? Je voudrais vraiment vous faire comprendre ce soir que il y a un truc, il y a une méthode qui est simple et qui marche à tous les coups. C'est dans une première partie de reformuler et véritablement un peu comme lorsqu'on loue une voiture et qu'on fait le tour avant de la conduire, on fait le constat, un peu comme lorsqu'on a un accident. Bien, le constat ici est le suivant, à savoir la guérison, l'acte qui consiste à éradiquer, guérir, lutter, se battre contre la maladie, nous renvoie au serment d'Hippocrate. Je cite le serment d'Hippocrate, je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. En fait, vous mesurez ici le décalage qu'il y a entre ce fameux serment d'Hippocrate que tout le monde connaît et la dimension comprise à l'intérieur de la loi de Leonetti, qui non pas entraîne la mort, mais soulage. Donc, on a bien, et c'est, je pense, l'idée qu'il faut développer dans un premier temps, c'est-à-dire montrer que la médecine traditionnelle depuis Hippocrate est et se veut pleinement curative,
et que l'idée de bataille, de lutte, d'où également ce terme que je vous invite à retenir, arsenal thérapeutique. Donc, il y a bien ici une mise en perspective, et on va opposer les deux manières de rentrer dans le sujet, en quelque sorte, avec une deuxième partie qui, elle, vient en quelque sorte souligner que nous serons de plus en plus confrontés à ce problème compte tenu de l'allongement de la vie. L'allongement de la vie produit les situations liées à la médecine, plus particulièrement palliative. Je vous l'indiquais la semaine dernière, on prévoit une multiplication par 10 des centenaires d'ici 2040-2050. Donc, le palliatif est d'autant plus, je dirais, important que nous serons de plus en plus confrontés à cette dimension. L'allongement de la vie, je le mets en perspective ici avec le fait de respecter les vœux du patient, d'où, n'est-ce pas, la dimension donc spécifique à la loi Leonetti. Leonetti doit sonner dans votre esprit, Leonetti égale prise en main du devenir de la santé du patient. C'est le devenir, c'est lui qui prend en main, c'est lui qui décide. Alors, j'aimerais que vous réagissiez concernant donc ce traitement du sujet. Vous avez compris que j'ai décidé ici de le traiter de la manière suivante, à savoir définir d'un point de vue ce que j'appellerais le point de vue traditionnel au regard du serment, montrer le pourquoi ça fait problème, et ici dans la partie numéro 1, évidemment, on pourrait rajouter l'idée que c'est une autre manière de voir une révolution et qui est liée bien évidemment à l'allongement de la vie. C'est-à-dire que c'est des cas qui sont amenés à se multiplier. Bien. Je fais le rapport entre l'accompagnement, donc ce qui est le propre des soins palliatifs, l'accompagnement, hein, puisqu'on ne décide plus à la place du patient. Je fais le lien entre la notion d'accompagnement avec cet accompagnement main dans la main et respect des différents. Voilà. Donc, que dire de plus? Évidemment qu'on pourrait traiter le sujet autrement, mais nous avons bien l'idée qu'on passe d'une vision traditionnelle à une vision progressiste nouvelle, certes. Et pourquoi? Mais parce que justement, on est confronté à l'allongement de la vie. Bien. Et évidemment, dans le cas où il y a accompagnement à partir du moment où le patient peut le décider lui-même, d'où cette idée de directive anticipée. Alors, ça sera la conclusion de l'idée que finalement, le médecin n'est plus un piédestal, ce n'est plus ce guerrier qui est là pour éradiquer, mais simplement accomplir les vœux du patient. Voilà comment je traiterai donc ce commenté expliqué de la phrase en gras. Y a-t-il des questions? Bien, compte tenu qu'il n'y a pas de questions, je poursuis. Comme je l'indiquais précédemment, j'ai utilisé cette expression dans... Voilà, ce n'est pas un hasard. J'ai voulu souligner l'idée d'une législation médiane. Hein, vous voyez, l'entre-deux. J'insiste et j'enfonce le clou. Je vais enfoncer le clou 3 fois. Il s'agit d'abord de mettre en avant les droits, les vœux, les souhaits, la volonté du patient en fin de vie. Bien. Ensuite, il y a l'idée d'une possibilité de mise en sédation profonde. De mise en sédation profonde jusqu'au décès. Et je crois que c'est Nina Kebali
qui, très justement, a dit « ça me paraît bizarre votre affaire, il y a un truc qui n'est pas clair ». Et oui, c'est confus dans la mesure où certains qualifieront cette sédation comme une aide à mourir et d'autres comme une simple mort apaisée. Voilà pourquoi cela peut vous sembler ambigu. Tout simplement. Et d'ailleurs, je cite Marisol Touraine, j'ai repris ça dans un article, vous savez, les journalistes, c'est comme les poupées russes, elle dit un mot à Europe 1, qui Le Monde reprend le mot qui a été dit à Europe 1, qui lui-même, etc. Donc on n'en finit plus. Mais c'est lors d'une interview à Europe. La loi ne suffit pas. Voilà. Selon Marisol Touraine, cette loi ne suffit pas. Et là, elle faisait référence au cas Lambert. Interrogée sur Europe 1, la ministre Marisol Touraine a estimé qu'à l'évidence, la loi ne suffit pas, comporte des ambiguïtés. Vous voyez, donc Nina Kedali, voilà, rassurée, puisque même la ministre le dit. Qu'il faut lever, puisqu'on voit bien qu'il y a des appréciations différentes entre les médecins, la famille, les juges et ce que la loi permet de faire. Évidemment, nous sommes ici confrontés au cas que nous avons évoqué durant l'introduction, le cas donc de Vincent Lambert. Le président de l'association donc pour le droit de mourir, donc Jean-Luc Romero, a réagi sur Twitter, parce que maintenant Twitter est devenu, je dirais, une source d'information. Bon, site Twitter, voilà, on en est réduit là, mais peu importe. Estime que la loi Leonetti montre son inefficacité à résoudre de tels drames. Sous-entendu, Vincent Lambert. Donc, là, vous avez compris que je veux faire une démonstration, j'enfonce le clou. Pardon, Leonetti, vous avez compris. Vous avez compris cette révolution, parce qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui s'opère avec Leonetti, sauf que c'est insuffisant pour certains, et pour d'autres, ça l'est moins, ça l'est plus, etc. Si vous partez du principe que le premier droit d'une personne, c'est de décider volontairement quand et comment il peut mourir, dans ce cas, évidemment, Leonetti vous semblera une loi insuffisante en la matière. Voilà. Ce qui est mon cas, je crois que vous l'avez compris. Conclusion. La proposition de loi, cette proposition de loi, elle n'autorise pas l'euthanasie et encore moins le suicide assisté. Donc, qu'est-ce qu'autorise la loi Leonetti? Elle autorise simplement donc la sédation jusqu'au décès. Mais une sédation à l'intérieur de ce qu'on appelle la phase terminale, c'est bien d'accord. Et tout cela ne fait pas l'unanimité. Et d'ailleurs, et voilà, vous avez compris comment je vais boucler la boucle, ainsi, je cite, dans une tribune publiée par Le Monde, lundi 9 mars, 5 représentants des 3 grandes religions monothéistes, christianisme, judaïsme et islam, unissent leurs voix pour dire leur opposition à l'emploi de la sédation pour donner la mort. Voilà. Donc, évidemment, je fais le parallèle avec la séance de la semaine dernière, mais là, nous avons bien, donc, dans la tribune du Monde, les hauts dignitaires de ces 3 religions qui s'opposent radicalement, n'est-ce pas, à la sédation profonde, qui, et c'est là l'ambiguïté que Nina ne comprenait pas, la sédation qui entraîne, anticipe, produit la mort. Et ce qui était inscrit ici au regard donc de ces 3 grandes religions nous renvoie au comportement de la mère de Vincent Lambert, tout simplement. Tout simplement. Y a-t-il des questions, des réactions là concernant cette conclusion?
Allô, allô, êtes-vous bien tous là? Stan, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous nous dites là? Vous êtes tous là? Puisque là, je commence à avoir un doute, j'ai pas de réaction, donc rassurez-moi que je suis pas en train de parler devant un écran pour rien. Donc tout va bien. Bon, très bien, Sylvie, merci. Ça y est, voilà, je suis rassuré. Parfait, parfait. Bien. Bon, ben, tout va bien, j'en suis ravi. Je voudrais maintenant conclure, donc compte tenu qu'il n'y a pas de questions, enfin conclure. Euh, nous avons, enfin, j'ai essayé de clarifier au maximum, je dis bien clarifier, simplifier au maximum. Ah, Noémie Charrier, que dit Noémie Charrier? François Hollande n'était pas, durant sa campagne, en faveur de l'euthanasie, mais oui, il était, seulement si vous voulez, allez, je vais être un petit peu taquin, comme beaucoup de choses, il l'a dit, mais il l'a pas fait. Voilà. Noémie, je ne sais pas ce que ça. Il faudrait que vous, je vous dites active, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Enfin, il faudrait que vous soyez plus explicite, s'il vous plaît. Enfin, il a pas fait. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne l'a pas suivi. Voilà. Lui était favorable. Évidemment, c'est pas lui qui fait la pluie et le beau temps. Il faut passer par l'Assemblée. Alors, euthanasie active. Désolé, j'avais pas fini. Noémie, vous voulez que je réexplique ce qu'est l'euthanasie active? C'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Non. Ah, bon, très bien. Noémie, après j'ai compris, merci. Ah bon, très bien. Donc voilà, vous avez compris avant que j'explique, tout va bien, j'en suis ravi. Je commence à devenir un Jedi. Voilà. Euh, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais tout simplement passer au suicide. Évidemment, il faut distinguer le suicide assisté du suicide, mais je me suis amusé en quelque sorte à faire le suicide en quelques chiffres. Voilà. En fait, à l'oral, il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc, le chiffre date, mais en fait, c'est 10 000. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est 10 000, 9 007, oui, 10 000. Donc, il faut partir sur l'idée de 10 000. Euh, 10 000 suicides par an, grosso modo 25 par jour. Ce qu'il faut retenir, c'est que 75% des personnes qui se suicident sont des hommes. Voilà, ça déjà, c'est à retenir. Donc j'aborde, je dirais, cette notion, enfin, en plus je fais le lien, mais vous avez compris que je vais en quelque sorte faire des touches, hein, donner des informations, pas vraiment de synthèse à faire. Ce qui est surprenant et ce qui m'interpelle en ce qui me concerne, c'est que la majorité des suicides correspondent aux personnes de plus de 75 ans. Le mode opératoire le plus utilisé quasiment une fois sur deux, c'est la pendaison. Et le deuxième outil, entre guillemets, moyen utilisé, c'est l'arme à feu. Le troisième, qui ne figure pas ici, mais je vous le donne, bien évidemment, vous en doutez, il s'agit donc des somnifères. Bien. Alors je suis désolé, ce soir c'était pas très gai, hein, je vais encore plus loin, mais tant pis. Et une information également qui est fort intéressante et qui moi m'interpelle, vraiment m'interpelle. La profession étant la plus à risque sont les agriculteurs. Voilà. Euh, alors les agriculteurs, interrogeons-nous pourquoi les agriculteurs? Un, au niveau donc des mesures de la politique au regard de l'Europe, force est de constater que les agriculteurs se plaignent
manifeste, mais à la différence des infirmières qui, elles, également manifestent, lui, l'agriculteur, on a l'impression quasiment que la plupart vivent avec 600 euros par mois. C'est un drame. Euh, deux, ils sont isolés. Trois, ils sont seuls. Ils sont confrontés aux intempéries. Bon, l'agriculture française est en péril et cette information est d'autant plus intéressante qu'elle souligne que c'est chez les agriculteurs qu'il y a le plus de suicides, un tous les 2 jours. C'est incroyable. Ensuite, pour, je dirais, rester dans ces chiffres qui interpellent, nous avons vu que la plupart des suicides, enfin la majorité des suicides concernaient les hommes, mais d'une manière inversée, les tentatives de suicide concernent les femmes. Voilà. Donc là, j'ai une conclusion à faire, mais je la garde pour moi parce que je ne voudrais pas heurter ou apparaître comme un vieux macho. Mais je laisse ces messieurs et tout le monde faire certaines déductions. Voilà, donc je plaisante. C'était la blagounette du soir, il n'y a pas de, il y a rien à dire, simplement constater. Voilà, j'étais un peu taquin. La première cause étant la dépression, la solitude. Je souligne à nouveau que les signes de dépression, c'est l'absence d'appétit, de libido, une certaine capacité, une certaine propension à ne pas prendre soin de soi, ne pas se raser, ne pas se coiffer, ne pas se laver, avoir les idées noires. Voilà ici de la dépression. Si vous allez voir un généraliste, lui, il va identifier une dépression à partir de ces critères. Il faut bien distinguer les causes déclenchantes et les causes profondes. Et dans beaucoup de sujets, vous pourrez et vous devrez opposer cause déclenchante. Exemple, une rupture amoureuse, voilà, vous perdez, vous faites plaquer, paf, voilà, comme une élastique qui claque, ça se déclenche et ça crée un comportement donc suicidaire, donc ça déclenche. Et les causes profondes, donc elles, évidemment, on peut parler ici de dépression chronique ou d'une homosexualité non avouée, voilà ce qu'on distinguer les causes déclenchantes des causes profondes est incontournable dans le cadre donc de l'examen du suicide. Bon, c'était simplement une manière de compléter, bien que nous reverrons le suicide, mais il était question de suicide assisté. Bon, j'ai trouvé opportun et j'ai souhaité donc faire cette parenthèse. Vous trouverez pardon, à l'intérieur des annales les sujets suivants. Voilà, des sujets tirés des annales. Je vais conclure. Le suicide et les jeunes. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais depuis que nous travaillons ensemble, on retrouve systématiquement l'alcool et les jeunes, le cannabis et les jeunes, la vitesse et les jeunes. Beaucoup de sujets, en fait, reprennent telle ou telle thématique et avec le rajout les jeunes. Voilà. Donc, bientôt, nous allons entamer cette thématique de l'éducation, de l'école, les jeunes, etc., l'adolescence. Mais ça, c'est vraiment un classique. Expliquer ce qu'est la dépression et quelle est la différence entre la dépression et le coup de blues, eh bien, je vous ai donné un élément clé précédemment. Je vous ai indiqué que d'un point de vue strictement et rigoureusement donc médical, du point de vue de la médecine, on reconnaît, on juge qu'une personne est en dépression à partir de 3 critères précis. L'absence donc de libido et l'absence d'appétit. Et le troisième, c'est quoi? Absence d'appétit, absence de libido, et le troisième, attention, c'est à vous, qui va gagner, qui va répondre en premier. Alors, Nina, c'est pas bon, Laura, c'est pas bon, Stanislas, c'est pas bon,
Stan, non. Stacy, non. Pour l'instant, personne ne répond. Ne pas prendre de soin, non. C'est non, 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 non. Personne ne sait. Non, non, je n'ai pas la réponse. Oui, bravo Nina Kebali. Ouh là, mais dites donc, la semaine dernière, c'est pas vous qui avez gagné également, Nina Kebali. Absence de sommeil. Donc, la, la dépression, d'un point de vue médical strictement, rigoureusement, il faudra la définir de la manière suivante à l'oral. Absence de libido, donc de pulsion sexuelle, absence d'appétit, on ne mange pas, on n'a pas envie de manger, et absence de sommeil, on ne dort pas. Lorsqu'on n'arrive pas à dormir, qu'on ne mange pas, qu'on n'a pas de pulsion sexuelle, là, a priori, on est en train de couver une dépression dans toute sa splendeur. Ensuite, évidemment, et je vous donne raison, il peut y avoir des idées noires au niveau de l'hygiène à laisser aller, mais voilà comment, normalement, le médecin généraliste va repérer et vous prescrire les antidépresseurs, etc. Les suicides, enfin le suicide, pardon, au concours, c'est ce que je qualifierais de la notion analytique par excellence. Voilà. Je vous rappelle que le plan analytique, c'est cause, conséquence, remède, le plan dialectique, thèse, objection, synthèse, et le plan thématique, thèse 1, thème 1, thème 2, thème 3. Ce qui touche le suicide de près ou de loin va à partir des intitulés et des sujets divers et multiples. Vous serez amené à trouver, chercher les causes, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai bien distingué les causes profondes des causes déclenchantes, et vous identifierez ensuite les conséquences et enfin les remèdes. Mais au niveau des remèdes, c'est toujours la même cuisine, c'est toujours la même rengaine. Prévention, information, le rôle de l'État, etc. C'est la même rengaine, vous le savez. Nina, donc, pose une question. Est-ce que l'on peut évoquer l'euthanasie dans cette question? Certainement pas. Là, il faut bien cloisonner, donc j'ai peut-être pris un risque en introduisant cette notion. Le suicide est un acte qui peut être soit pris sous l'emprise de la dépression, soit un acte libre, d'où la problématique du libre arbitre. Non-assistance en danger, une personne qui décide de se suicider, n'est-ce pas, dans l'idée l'idée commune, c'est un acte illicite. Si vous prenez la lettre écrite par Stefan Zweig, donc cet auteur allemand, donc je vous invite à lire Stefan Zweig. Celui-ci donc se suicide avec c'est pas son épouse, sa compagne, au Brésil, et il écrit une lettre de départ, enfin une lettre d'adieu, qui est connue, mais là c'est un suicide au sens philosophique, c'est-à-dire la personne qui dit voilà, j'ai joué aux cartes, j'ai vécu, mais aujourd'hui, eh bien, je vais poser mes cartes, c'est-à-dire j'en ai assez, je pars. Bien. Est-ce que c'est un acte sous l'emprise de la dépression? Est-ce qu'on parle de libre arbitre, c'est-à-dire c'est un acte en connaissance de cause? Là est le problème. Donc évidemment, là vous avez compris que nous sommes en train de faire la philosophie. Et Nina Kebali me pose la question, le rapport que je suis assisté. Oui, tout dépend de l'intitulé. Alors, vous voulez savoir si dans le plan, dans la résolution des différents sujets que je vous propose là, il faudrait parler du suicide assisté. C'est ça, Nina, la question que vous me posez? Très bien. Donc, Nina Kebali souhaite savoir si on pourrait introduire dans le plan, dans le traitement de ces sujets, le suicide assisté. Alors, dans le sujet numéro 1, non, en aucun cas. Dans le sujet numéro 2, non plus. Et dans le sujet numéro 3, oui, il serait tout à fait envisageable de faire un plan